Bonjour à tous, j'espère que ce film vous a plu. Nous vous avons proposé ce documentaire car il nous a semblé tout à fait symbolique de ce que peuvent vivre les agriculteurs et les maraîchers, surtout quand ils sont confrontés à cette notion d'équilibre avec les éléments qui les entourent. C'est aussi un film qui parle d'un changement de vie, vous l'avez compris, et justement, près de chez nous, à Montauban de Bretagne, nous avons un maraîcher bio qui s'appelle Renan Vauclair, qui, avec sa famille Thyssen, ont choisi, eux aussi, de changer de vie. Nous accueillons donc ce soir Renan, qui, paraît-il, a beaucoup aimé ce film. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Et c'est peut-être parce qu'il fait écho à sa propre vie. En tout cas, c'est ce qu'il va nous raconter sur ce plateau. Est-ce que tu as vraiment aimé ou c'était juste une rumeur? Alors j'ai bien aimé le film. C'est assez. Déjà la photo est quand même très très belle, donc les images sont quand même très sympas. C'est vrai que ça me rappelle un peu le moment de l'installation aussi, où c'est un peu compliqué, on tâtonne pas mal. Et par contre, nous on est sur une taille beaucoup plus modeste. Vous allez voir avec la collègue qui va faire la présentation. La chroniqueuse. La chroniqueuse. Mais c'est vrai que dans l'idée de base, dans la philosophie, on est un peu sur la même chose, c'est-à-dire qu'on lance un truc et puis on voit les problèmes et on essaye de régler les problèmes au fur et à mesure. Alors comme tu dis, pour en savoir plus sur toi, nous avons Floriane, notre chroniqueuse portrait de Secrets de Nature, une habitante aussi de Médréac pour ceux qui ne la connaissent pas, et qui va nous dresser un portrait plus précis, peut-être plus intime, de Renan. C'est à toi. Alors Renan, je te propose un petit saut de 25 ans en arrière sur les bancs de l'université de Brest, où tu rencontres donc Ib Thyssen, j'ai bien prononcé son prénom, qui deviendra ta conjointe, ta collaboratrice et la mère de vos enfants. Vous validez un master de sciences de l'environnement du littoral. Alors toi Renan, tu adores apprendre, tu t'intéresses à plein de choses. Alors plus jeune, c'était plutôt la flûte traversière et le jonglage. Mais étudiant, tu te passionnes pour plein de domaines, la biologie, la géologie, l'hydraulique, la topographie. Mais encore plus étonnant, tu as une licence en nucléaire. Alors après ton Master 2, tes convictions t'amèneront à travailler dans la dépollution, puis dans la pollution accidentelle. Alors par exemple, il y a 15 ans, quand une cuve de pesticides casse un week-end et se déverse dans la Vilaine, il faut donc prendre des décisions pour éviter le pire, comme par exemple sacrifier un étang ou autre, tu pourras nous raconter. Donc les années passent, avec Ib Thyssen, vous voulez construire un projet, une famille, vous adorez passer du temps dans votre jardin, et puis vous vous dites... pourquoi pas en faire un métier? Alors, toi, tu as déjà la capacité agricole, tu passes un certificat de spécialisation en agriculture biologique, et c'est parti. Vous trouvez 6 hectares de terre au nord de Montauban, vous montez les serres, vous plantez vos premiers plants, et enfin, la première vente à la ferme, il y a 11 ans, alors que votre premier fils, Malo, a 3 semaines. La ferme prend forme, se diversifie toujours plus et la famille s'agrandit. 3 ans plus tard, avec l'arrivée de Yanis. Alors, j'ai pas trouvé de photos de famille, mais celle-ci vous représente bien, je trouve. C'est à peu près ça, ouais. Une famille de radis, finalement. C'est ça. Aujourd'hui, vous produisez plus de 50 légumes et vous nourrissez 150 familles en local. Alors pour clôturer ton portrait, cette belle photo là qu'on va voir m'a inspirée parce que tu m'avais dit un jour que tu avais une petite étoile au-dessus de toi. Bon, moi déjà je pense que tu en as plusieurs. Et puis aussi parce que ça me fait penser à toi et ta famille qui partaient très régulièrement en vadrouille, plusieurs jours en camion, quitte à perdre des plans parfois. Hein parce que comme tu dis, il faut profiter du moment présent. Alors, est-ce que tu as une bonne étoile? Merci déjà pour ce portrait. Alors, j'ai une bonne étoile et puis maintenant, il y en a d'autres qui... il y a des petits morceaux de cette étoile qui fait des petits bouts. Donc, voilà. C'est plaisant de se dire d'avancer à plusieurs en famille sur vraiment des mêmes objectifs. Et donc ça, c'est vraiment sympa. Il faut avoir une bonne étoile pour se lancer dans le maraîchage bio, changer de vie, partir d'un statut de scientifique ou de cadre ou au cadre en entreprise et se lancer dans cette aventure. C'est pas facile de le raconter aux parents qui nous ont payé 5 années d'études et quand on leur dit qu'on veut être maraîcher et qu'ils disent « Oula !» Donc il faut être
faut être costaud là-dessus. Après, on avait les convictions qu'on voulait et cette envie d'être indépendant au maximum. Donc, du coup, on est parti de zéro, d'une feuille blanche, et puis on a fait notre truc un petit peu comme eux. Et voilà. Dans le film, la qualité du sol, ça semble être une priorité. Enfin, c'est le départ de quelque chose. C'est à partir du moment où le sol n'est pas convenable, il semble difficile de produire quelque chose. Pour toi aussi, ça a été un souci quand tu es arrivé. Comment ça s'est passé ? En fait, quand on est arrivé sur la parcelle, donc c'était une parcelle assez traditionnelle, assez basique, on va dire, pas comme eux quand même, parce qu'elle était quand même plus humide. C'était plutôt l'inverse, elle était plutôt hydromorphe. Et donc la première des choses, pour produire des légumes, il faut avant tout que le sol puisse permettre la pousse des légumes. Donc il faut apporter toutes les conditions pour que justement le légume puisse pousser. Et nous, une des problématiques, c'était notamment le problème d'humidité. Donc on a commencé par replanter des arbres dans les zones stratégiques au niveau hydraulique pour drainer cette eau-là, pour pouvoir produire. Et après, oui, effectivement, on fait en sorte d'utiliser au maximum ce que la nature peut nous donner. Et ça part par cette nature qu'il faut protéger au maximum. Et ça commence par la base, c'est ce qu'on a sous les pieds. Et donc, du coup, c'est pour ça que tout de suite, on a tout de suite converti les terres en bio. Et puis, de toute façon, on avait cette démarche-là de respecter notre sol. Si on flingue notre sol, après, il n'y a plus rien qui pousse. Et donc du coup, c'est la base. Et après, on a posé des serres dans lesquelles le sol, faut encore faire plus attention parce que en maraîchage, on a tendance à un peu accélérer la vie du sol. Et donc du coup, on est obligé de faire encore plus attention parce qu'on le sollicite encore plus. Et dans les serres, c'est encore pire. Donc du coup, ça demande de comprendre ce que notre sol a besoin par rapport à un autre. Après c'est beaucoup d'observation et puis de voir comment il réagit, qu'est-ce qui s'améliore, qu'est-ce qui s'améliore pas, et puis on avance à tâtons en fait en fonction des aléas qu'on peut avoir, ne serait-ce que de la météo. En l'espace de 10 ans, on a déjà eu une grosse évolution, et donc du coup on essaye de suivre tous ces changements en fait au fur et à mesure et essayer de trouver les solutions les plus pertinentes possibles. Alors dans le film, il parle de 7 ans pour faire revivre la Terre. 7 ans, ça te semble correct, peu, beaucoup? Enfin, est-ce que c'est le laps de temps quand on part d'une Terre abîmée? Après, tout dépend de l'état du sol déjà de départ. Eux, leur sol était quand même très très dégradé. Par contre, ils ont peut-être un climat qui est peut-être plus facile pour faire réagir en fait que chez nous. Nous, c'est un peu plus lent, je pense. Mais après 7 ans, ça me paraît. Moi, je pense. Alors, il y a une évolution très rapide au départ. Au départ, si on commence à bien travailler notre sol, très rapidement, on arrive à avoir un sol qui se travaille bien. Et puis après, pour avoir vraiment un sol performant, c'est de plus en plus difficile et il faut amener de plus en plus d'efforts pour un résultat moindre, en fait. Donc, faut continuer à s'acharner. 7 ans, ça me paraît déjà vachement bien. Après, moi, j'aurais tendance presque pour chez nous, c'est une petite dizaine d'années. Alors, sachant qu'en plus, pendant ce temps-là, le climat a changé, donc ça a changé aussi les paramètres. Donc, mais nous, depuis 2-3 ans, on commence à vraiment sentir que la terre, elle se travaille mieux. On est même à la limite les premiers dans les champs tout autour, alors que les autres autour, ils sont obligés d'attendre que ça se ressuie plus vite. Alors que quand on s'est installé, tous les gens autour nous ont dit oh là là, t'as récupéré ces terres-là, c'est les pierres de Montauban, et tu pourras pas rentrer dedans avant le mois de juin. Et pour un maraîcher, commencer à travailler au mois de juin, c'est tard. Et donc maintenant, je les regarde s'embourber, et puis nous, on s'embourbe moins, quoi. Après, c'est vrai que le départ a été pour facile, quoi, mais comme eux, un petit peu. Hein. C'est vrai que quand on regarde au bout de 10 ans, on se dit waouh, c'est vachement bien, mais on ne voit pas toutes les difficultés qu'il y a avant. Efforts, en fait. Ça veut dire que rénover sa terre, on le fait par souci de rentabilité plus que par philosophie finalement. Un peu des deux quand même, mais c'est vrai que faut aussi que notre activité elle soit rentable et qu'on puisse en vivre si on veut continuer à travailler sur cette terre-là. Après, ça reste une philosophie qu'on est obligé de garder, ne serait-ce que pour nous et puis pour les générations à suivre. Parce que quand on s'investit comme eux, par exemple, là, toute l'énergie qu'ils ont mis en psychologique et physique,
on a envie que, une fois qu'on est mort, qu'on fasse table rase de tout ça et qu'on oublie en fait. On a vraiment envie que ça perdure. Et pour que ça perdure, il faut qu'on arrive à respecter au mieux le sol, quoi, pour qu'il soit transmissible à d'autres en fait, pour que d'autres personnes aient aussi la chance d'avoir la même aventure que nous, quoi. Alors, Florian est allé sur ton exploitation pour justement, pour à la fois voir un peu à quoi elle ressemble et puis aussi pour tester un insecticide original. Eh ben, on regarde le petit reportage. Coucou Iptissem. Ça va? Oui. Ouais. Salut Renan. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça bosse dur. Ouais, donc on est en train de retutorer les concombres. Et là, je m'aperçois en même temps que Ah ouais, une il y coccinelle. a des petites coccinelles. Super. Donc c'est très bien, c'est des coccinelles qu'on avait récupérées dans le champ. Ah, c'est vous qui les récupérez? Voilà. Ah, c'est et donc génial. là, on a les œufs des coccinelles en plus. C'est tous les petits points noirs qu'on voit là derrière. Et en fait, la coccinelle, elle mange une quarantaine de pucerons par jour. Ah ouais. Par contre, les larves qu'on voit, alors là, c'est encore des œufs. Mais une fois que les œufs vont éclore, il y aura une larve qui va manger. Chaque larve va manger à peu près 400 pucerons par jour. Mais Donc quand tu me dis que tu récupères les coccinelles, tu veux dire que c'est toi qui vas les récolter dans les champs? Voilà, c'est ça. Donc les premières années, on les achetait à un laboratoire en fait qui nous les fournissait vivantes et on faisait des lâchers, ce qu'on appelle des lâchers d'auxiliaires en fait, qu'on lâche dans le champ. Et moi, j'avais l'idée d'éventuellement d'aller voir dans la nature si je pouvais pas les trouver moi-même directement pour les ramener et que ça soit des coccinelles du coin. Ah bah ouais, génial. Et donc du coup, au bout de quelques années à les observer, je me suis rendu compte qu'en hiver, je savais où elles se planquaient. Et donc du coup, au printemps, je vais les récupérer, je les mets dans une petite boîte et je les relâche là où j'en ai besoin, quoi. Trop bien. Et du coup, là, le fait de ramener des auxiliaires, t'as réussi à te passer complètement de produits chimiques? Et ben en fait, alors en bio, on peut utiliser quand même un certain nombre de produits chimiques. Enfin, pas chimiques, mais chimiques, c'est interdit. Mais c'est des produits phytosanitaires qui sont d'origine naturelle, en fait, qu'on peut utiliser. Mais il y a des produits qui sont quand même très toxiques, comme le pyrètre, par exemple, qui est naturel, qui vient d'une plante et qui tue absolument tous les insectes, en fait. Mais pendant une époque, on pouvait l'utiliser, par exemple, en bio. Les premières années que je connaissais pas trop bien les auxiliaires, j'avais acheté un produit justement qui tuait les pucerons. Et, parce que j'étais complètement envahi par les pucerons. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été très compliqué à mettre en place parce qu'il fallait faire des traitements très réguliers pour que ça soit efficace. Donc moi, j'étais pas assez assidu, donc ça n'a pas bien marché. Et au-delà de ça, non seulement ça a tué un petit peu de pucerons, mais ça a surtout tué tous mes auxiliaires. C'est-à-dire que l'année suivante, je me suis retrouvé complètement envahi de pucerons parce qu'il n'y avait plus les auxiliaires naturels qui faisaient leur part de boulot en fait. Et donc du coup, depuis ce jour-là, j'ai complètement arrêté en me disant je vais avoir quelques années où ça va être vraiment compliqué. Et puis il y a un moment où la nature elle va retrouver son équilibre et puis on aura beaucoup moins de casse, quoi. Et là on arrive à un moment où on a un peu moins de casse. Donc on est quand même obligé d'amener quelques auxiliaires. Mais l'avantage des auxiliaires, c'est que quand il n'y a plus le puceron, en fait, l'auxiliaire il meurt ou il se terre. Il ressort naturellement que s'il y a besoin. On essaye de laisser les bandes enherbées, de l'herbe au maximum pousser pour que justement ils aient des endroits pour se planquer. Parce que si on désherbe tout et qu'on laisse comme sur la bâche, il n'y a aucun endroit où ils peuvent vivre en fait. Nous on ne vivrait pas dans un désert, pour eux ça c'est un désert. En fait. Donc on fait en sorte de toujours avoir des endroits où ils puissent se poser, des endroits où il y a de l'eau aussi parce qu'ils ont besoin de boire, des endroits où il y a des fleurs parce qu'ils ont besoin de nectar. En fait c'est à nous de savoir ce qu'ils ont besoin pour vivre. Et puis de faire en sorte qu'ils puissent vivre là, en fait. Donc là, aujourd'hui, tu n'as plus trop de problèmes avec les pucerons, du coup? Bah là, parce que là, je vois qu'il y en a, on en a pas mal quand même, parce que c'est l'année aussi, l'année n'est pas simple. Mais globalement, on arrive... Alors là, ça commence à être un petit peu embêtant. J'espère que les auxiliaires naturels vont commencer à arriver, parce qu'il fait un petit peu meilleur. Maintenant, c'est un peu un défi qu'on... Tu iras à la chasse aux coccinelles, sinon. Je vais retourner à la chasse aux coccinelles, ouais. Alors, comme dans le film documentaire, finalement, il y a une recherche d'équilibre, c'est ça qui est difficile à trouver, c'est-à-dire refabriquer un équilibre naturel.
Ouais. Alors là, le concombre que vous venez de voir, là, ça y est, il a repris et il refait des belles feuilles. Là. Donc ça y est, depuis nous voilà quelques rassurés. jours. Voilà. C'est vrai que cet équilibre-là dans la nature, enfin, de parler d'équilibre et de parler de nature, c'est compliqué parce qu'en fait, la nature, elle n'est pas équilibrée. Elle est en perpétuel... elle bouge tout le temps, en fait. Elle a un équilibre qui est précaire et qui bouge en permanence. Donc, on n'a pas vraiment d'équilibre. Par contre... si faut faire en sorte de stabiliser au maximum les choses qu'on a en fait. Et ça demande beaucoup de patience en fait. C'est là sur les concombres typiquement un maraîcher qui peut utiliser des produits. Là le concombre il perd 2 semaines de retard, il prend 2 semaines de retard. Moi je pense financièrement, je me dis il faut que je traite parce qu'autrement je risque de perdre mon concombre. Et il faut La sagesse qu'il faut avoir, c'est de se dire, allez, on tente, tant pis, on met pas de produit, on verra bien, on en discute avec les gens. Nous, on est en vente directe, donc on peut expliquer aux gens que on a un gros problème de pucerons, par exemple. Et les gens, ils arrivent à comprendre que faut patienter un petit peu. Et puis, on tente le coup. Et puis, une fois, ça marche, sur 10 peut-être, mais c'est déjà une fois de réussi. Et puis, on avance comme ça au fur et à mesure. Mais c'est vrai que oui, ça demande de se mettre les bras dans le dos et puis se dire non, je regarde pas, j'attends, je fais confiance à la nature, elle va trouver une solution. Et éventuellement, on va l'aider un petit peu, on va lui donner un petit coup de pouce pour essayer de l'aider. Donc ça va être soit améliorer ses conditions, c'est-à-dire lui apporter une taille qui permette d'aérer la plante pour éviter que les pucerons ils puissent communiquer sur les différentes plantes. On a des petites techniques en fait qui permettent d'aider un peu la nature, mais c'est vraiment un échange. On vit dans une espèce de société en fait où il y a notre famille, la nature, et on est tous ensemble et on essaye diplomatiquement de s'apporter mutuellement, quoi. Donc c'est là où c'est difficile. Pour continuer le débat, notamment sur la qualité des sols, nous accueillons un agriculteur de Médréac qui fait de la production conventionnelle, mais qui, lui, ne pratique pas ou très peu de labour. Il s'appelle Xavier Dartois, il est caché derrière le rideau, il devrait arriver. Le voilà. Bonjour Xavier. Oui, bonsoir. Alors, est-ce que rapidement tu peux nous décrire la taille de ta ferme ? Qu'est-ce que c'est ta ferme ? Alors, mon exploitation, donc c'est en polyculture élevage, production laitière, porcine et puis des céréales. Donc après sur la commune de Médréac et Montauban. Tu as combien de vaches et de porcs à peu près ? Donc il y a 200 vaches en production et puis autrement le porc c'est que de l'engraissement, donc il n'y a pas de naissage et donc c'est 1300 porcs en engraissement. Alors pour en savoir plus pour toi, Floriane, notre chroniqueur portrait, va nous donner quelques informations supplémentaires. Alors Xavier, toi j'ai le sentiment que tu fais tout avant tout le monde. Tu as grandi à Guitté, dans une famille d'agriculteurs, et alors contrairement à d'autres, tu as toujours voulu en faire ton métier. Après un bac pro et un certificat de spécialisation en élevage laitier, toi, tu souhaites t'installer. À 20 ans, à l'âge où on est encore un peu insouciant et qu'on se cherche, toi, tu sais très bien ce que tu veux. Tes copains, eux, trouvent ça un petit peu osé, mais tu ne les écoutes pas. Alors moi, j'aime bien t'imaginer avec ta petite bouille d'ange, faire le tour des propriétaires pour trouver une ferme, des petites terres à acheter, aller toquer aux banques pour négocier des prêts. Bon, finalement, tu y parviens, tu trouves une ferme à Médréac. Donc on a compris que tu fais tout très tôt, comme créer une famille avec Sophie, que vous rencontrez très tôt. Là, c'est pas des radis en fait. Non. Donc vous êtes à l'école ensemble et vous habitez à 1 kilomètre l'un de l'autre. Et puis à 15 ans, votre idylle commence. Donc à 20 ans, au même moment où tu t'installes, vous vous mariez dans l'idée de fonder une famille. Alors il y aura l'arrivée de Gaël, puis d'Étienne et puis enfin d'Anna. Aujourd'hui, 17 ans plus tard, tu es installé avec ton frère sur 3 communes, Montauban, Médréac et Guitté, en vaches laitières et en porc, comme on a dit tout à l'heure, sur 230 hectares de culture, qui vous permet d'être autonome en céréales. Alors, la grande particularité de votre exploitation, je pense qu'on va y venir après, c'est que vous pratiquez des techniques culturelles simplifiées, parfois aussi du semi-direct, et ce, depuis 30 ans. Disons qu'il y a 30 ans déjà, tes parents ne labouraient pas, ce qui n'était pas très commun pour l'époque.
Un premier voyage aux États-Unis en 2017 vous a permis de prendre du repos, un peu d'idées. C'est en tout cas un voyage qui vous marque. Vous revenez avec de l'énergie, un esprit encore plus ouvert, peut-être l'idée d'une bergerie, qu'une bergerie pourrait naître un jour. En tout cas, quelques années plus tard, c'est le dernier grand projet qui prend forme, la bergerie de Sophie. Donc tu es son plus grand soutien et tu prends plaisir à l'aider dans son installation. Alors, à part ça, Xavier, tu as plein de passions. Tu chantes, tu fais du théâtre. Tu l'as fait pendant 10 ans, donc là, on te voit les jambes à l'air. C'est très sympa pour toi. Tu adores également aller courir en forêt. Et si tu n'avais pas été agriculteur, tu aurais peut-être été paysagiste, ou charpentier, ou menuisier, ou Bob le bricoleur. Bref. Pour finir cette petite chronique, alors j'ai entendu dire que la devise des Dartois serait apparemment « Dieu nous le rendra ». Bon, en tant que grand positif, celle de Xavier Dartois pourrait être « Crois en toi et ça ira ». Bravo. Bon alors Xavier, est-ce que tu as fait le bon choix finalement d'être agriculteur plutôt que comédien ? Ouais, j'ai jamais regretté, puis on n'est pas bloqué non plus à faire une chose. Il faut pas avoir peur d'aller voir les gens déjà, et puis d'avoir des passions. Moi, j'ai jamais regretté mon choix, non. Et puis c'est varié. Non, là-dessus, je suis comblé, et puis avec la famille qui suit, non, ça. C'est un métier difficile quand même. Enfin. Ah bah c'est un métier difficile, c'est sûr, ouais. Mais faut y être né ou avoir vraiment une passion vraiment pour ça, mais. C'est une richesse de faire ce qu'on aime aussi. Après, il faut pas compter ses heures, quoi, c'est sûr. Floriane disait que tu pratiques le sans labour, ou en tout cas majoritairement. On a un petit reportage, on a été filmé sur ta ferme et où tu nous expliques concrètement tes motivations et on en reparle après. Ils viennent pas du tout en concurrence parce que la légumineuse va rapporter un petit peu d'azote au sol et la céréale va servir de tuteur. Et donc comme ça, la légumineuse s'enroule un petit peu autour. Et après ces champs-là, en fait, on a un sol qui est très aéré parce qu'on a un système racinaire important et donc qui est très facile à retravailler et qui n'est pas asséché. Parce qu'on peut avoir, si on fait uniquement du régras d'Italie, mettons, une seule culture. Donc là, on va avoir une bonne récolte, mais après, ça puise beaucoup dans le sol et ça assèche le sol. Il ne faut pas oublier que nos sols sont très fragiles et on va cultiver, c'est les 10 premiers centimètres qui ont pratiquement 90% des insectes, des bactéries. Et puis après, dès qu'on va creuser en profondeur, on n'a plus que du sable. Donc c'est vraiment le sol, il est fragile en fait. Et donc il faut le préserver et éviter de le perdre par l'érosion du vent ou de l'eau. Là, moi, ça peut arriver de semer dans des couverts vivants. Donc, je vais avoir des couverts qui vont faire 1,50 m de haut. Je sème directement dedans. Mon semoir va juste faire un sillon, donc écarter le sol, positionner la graine à la bonne profondeur et plomber, donc appuyer comme si le jardinier il appuie avec son pouce la graine. Donc là, ça va pousser. Et après, il faut avoir un couvert qui soit arrivé en fin de vie, en floraison. Et donc là, après, on le couche au sol et lui, il ne va pas repartir en végétation. Donc, il va faire un paillage naturel au sol. Par contre, on va toujours avoir des graminées ou choses comme ça qui peuvent nous pénaliser. Donc là, on va repasser un traitement dessus et après, la culture suivante va prendre la suite. Et c'est comme ça qu'on augmente déjà la population de vers de terre qui est très importante. C'est un petit peu la base, on n'en parle pas beaucoup et on ne le voit pas beaucoup parce que c'est sous nos pieds, mais quand on a vraiment des vers de terre, on va avoir des lessivages et des choses comme ça qu'on va avoir en moins. Donc c'est de la terre qui va rester sur le champ. S'il va pleuvoir sur mes champs, s'ils sont toujours couverts, on ne va pas avoir de la terre, de la très bonne terre qui repart à la rivière, quoi. Cette terre-là qui est la plus riche, on essaie vraiment de conserver. Alors justement, pour bien comprendre, pour être plus précis,
Quand tu sèmes directement dans l'herbe, par exemple. Non, en fait, quand je sème, donc déjà, il y a plusieurs cultures qui sont implantées. Là, ce qu'on a vu sur la vidéo, c'était un métail. Donc, un métail, c'est un mélange céréalier. Moi, je m'en sers pour nourrir mes vaches. Donc là, c'est un mélange seigle, avoine, pois, veste, trèfle. Et on le fait le plus varié possible pour qu'il soit le plus couvrant. Et après, qu'il s'équilibre naturellement. Donc là, on met aucun intrant, pas de désherbage, pas d'engrais, rien du tout. C'est vraiment, il est autonome. Et donc lui, il a été implanté après une céréale. Donc la céréale, on l'a récoltée au mois de juillet-août. Cette céréale-là, on peut lui faire un faux semis si besoin, donc c'est-à-dire refaire pousser les mauvaises herbes si on veut, ou autrement semer directement dedans. Donc là, sur les chaumes généralement qui sont propres, je passe juste le semoir, et donc là, je mets mes graines. Après, par contre, quand c'est une installation d'orge, donc mon orge, je la fais après un blé, donc je récolte mon blé, et aussitôt la moisson, je sème par exemple une moutarde. Donc là, je passe juste le semoir, comme je disais sur la vidéo, j'ouvre mon sillon, je mets ma graine, point final. Donc on se dit, mais il n'a rien fait dans son champ, ça fait bizarre, on dit, est-ce que ça va pousser ? Et si, ça pousse. Et donc le but, c'est que ça pousse très vite, que ça couvre le sol. Et une fois donc, que la plante est arrivée à floraison, à maturité, et que le sol porte, l'avantage aussi, comme cette année ou cet automne où il a beaucoup plu, on dit comment on va faire, c'est vrai que on se dit tiens, on va prendre la charrue qui ramène du sol sec. Et là cette année je me dis est-ce que je vais réussir à semer parce que moi il faut que ça boit naturellement. Et donc j'ai eu une fenêtre météo d'1 ou 2 journées où j'ai pu semer. Et donc là le couvert fait un matelas si on veut entre les pneus du tracteur et le sol. Et donc là je couche avec le tracteur et le semoir cette plante, donc la moutarde, et dedans, donc là je viens implanter, un petit peu comme là. Là c'était, donc là je faisais un métail d'été, donc là je cassais un couvert d'été après une céréale. Donc là c'est vraiment un couvert. Là il y a des tournesols, de la facélie, du seigle. Et donc là le but c'était vraiment de nourrir le sol. Et donc en fin d'été, après je ressème un couvert qui retournera aussi au sol, pour après refaire un maïs. Mais là, depuis, j'ai changé un petit peu ma façon de faire, où je produis moins de céréales, mais je produis plus de fourrage pour les vaches. Donc c'était dans le but de ramener de la protéine et de l'azote produit sur l'exploitation, au lieu de limiter les achats de soja principalement. Donc et en termes de rendement, c'est équivalent à des méthodes de labour très classiques ou c'est moins efficace? Si c'est bien fait, on peut avoir les mêmes rendements. Après, le gros avantage, ça va être aussi les gains de temps, les économies de carburant. En faisant comme ça, on économise à peu près 60% de carburant par rapport à un labour ou choses comme ça. Après aussi, on a les vers de terre où forcément, si on retourne moins le sol, forcément, on va avoir plus de vers de terre. Souvent, on dit à peu près... il y a à peu près 10 fois plus de vers de terre qu'on peut aller chercher. Après, ça se fait pas en une année, mais qui dit 10 fois plus de vers de terre dit aussi 10 fois plus d'infiltration d'eau, de captation d'eau et d'éviter d'avoir de l'érosion. Donc, c'était un petit peu le but aussi recherché. Là aussi, un équilibre, non? Toi aussi, tu pratiques le non-labour, à une taille différente, j'imagine, pour un maraîcher, mais... c'est vrai que là, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur des systèmes qui sont quand même différents et on a le même respect pour la terre, en fait. Je pense qu'on a compris que c'était un peu notre base de... Notre patrimoine qui était nécessaire. Et c'est vrai qu'à force de regarder, là, on entend dans ce qu'il raconte, c'est que... il essaye des choses et puis il fait évoluer. C'est vrai que le non-labour, c'est quelque chose qui maintenant commence à être un petit peu plus présent, mais il y a un certain nombre d'années, les gens regardaient ça en se disant mais il va jamais y arriver. Et c'est vrai que en maraîchage, en général, le sol est travaillé plus régulièrement. En fait, on est plus intensif. Donc du coup, le sol s'écroule moins que si on fait des céréales longues. Donc du coup, on a moins ce problème de devoir réaérer la terre. Et puis en plus, dans la même philosophie, si les vers de terre peuvent bosser à notre place, autant le faire. Et donc du coup, nous, on utilise plutôt un décompacteur. Donc faut imaginer un gros râteau qui a des dents assez profondes et qu'on utilise, qu'on traîne derrière le tracteur, qui va juste décompacter le sol tout en gardant la structure du sol. Parce que là, on parle des vers de terre, mais tout le monde connaît le gros lombric, là, mais le gros lombric, il y en a beaucoup d'autres qui sont très différents et qui sont à des endroits différents du sol, en fait. Et donc, si on laboure,
on chamboule tout cet équilibre-là et il faut que l'équilibre se refasse. Donc l'idée, c'est de soit pas travailler la terre du tout, ce qui est encore mieux, ou alors éventuellement juste de la décompacter. Et donc nous, on cherche plutôt à la décompacter de manière à ce que après le légume puisse s'implanter. Suivant les légumes, on a besoin d'une terre relativement meuble, donc c'est la solution la plus pertinente en fait. Xavier, on a vu les avantages, il y a des inconvénients à pratiquer Il y a des inconvénients un petit peu dans chaque façon de faire, et puis chaque chose qu'on fait a un impact. De toute façon, on n'a pas le choix. Après, il faut faire des choix justement pour nous. Alors, on disait les vers de terre, c'est vrai qu'on ne les connaît pas, mais la masse sur la terre des vers de terre équivaut à peu près à la masse de tous les autres êtres vivants. Donc c'est énorme les vers de terre, mais on doit en prendre soin. Et c'est vraiment c'est un animal qui est hyper impressionnant. On parle sur un sol qui est en bonne santé, on va à peu près avoir 2 tonnes de vers de terre par hectare. Il faut savoir que le ver de terre, son but c'est vraiment de mélanger la terre. Donc il va ramener tous ces éléments, le phosphore, l'azote, la potasse, il va la travailler et il va faire des turicules, des merdes de verre qu'on dit. Mais donc c'est eux qui ramènent toute cette terre et qui la travaillent dans leur estomac et qui vont la recracher en surface. Et donc ils font que ça, sans arrêt, à mélanger le sol. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment en prendre soin. Et si on dégrade nos sols, on a de la chance ici parce qu'on a de l'humidité, on a un climat océanique. Mais il ne faut pas oublier qu'à travailler trop nos sols, par le vent, par l'eau, on a vu un petit peu dans le film aussi, ces sols-là, ils s'en vont dans les rivières. On voit que les rivières ont plein de boue. On dit, bah ouais, mais en fait, c'est notre terre et notre terre riche qui s'en va, quoi. Et les déserts, il y a une partie, on les a créés aussi, quoi. Au pied des pyramides, avant, on faisait des céréales, mais je pense qu'on va avoir du mal maintenant. Ouais, c'est des choses qui sont... À l'échelle de l'humanité, on a quand même dégradé beaucoup, quoi. Donc il faut faire attention à ça. Merci beaucoup Xavier pour ce témoignage. Cette approche d'une culture moins invasive, elle est aussi pratiquée par un autre agriculteur de Médréac. Cette fois, c'est Yannick Denoual qui vient nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Yannick. Bonjour. Toi aussi, tu pratiques le non-labour ? Oui, aussi, ouais. Pourquoi ? Il faut que tu parles plus près du micro. Voilà. Oui, je pratique le non-labour depuis à peu près 4 à 5 ans après mon installation. Après, je ne m'interdis pas d'y revenir de temps en temps. Parce qu'en fait, j'ai aussi envie d'utiliser moins de phyto. Et on a des problèmes de temps en temps de salissement avec certaines plantes. Et parce que plutôt que d'utiliser un peu trop de Roundup, des fois, j'essaye plutôt de refaire un labour de temps en temps. On va dire qu'un labour tous les 5 ans, c'est pas non plus déconnant, quoi. C'est quoi des problèmes de salissement pour les gens qui ne connaissent pas ? Le problème de salissement, c'est certaines plantes qui s'installent et on a du mal à s'en débarrasser. On a certaines plantes, en Bretagne, on a quand même beaucoup de problèmes de graminées. Et de plus en plus, on a des graminées qui sont assez résistantes. On nous enlève moi, je suis en chimie, on nous enlève des outils chimiques, et puis moi, je veux pas trop les utiliser. Donc, de temps en temps, c'est l'avantage. Le labour a cet avantage-là, quand même, il faut reconnaître, c'est que on refait une page blanche. Donc, ça permet de comment... Mais je l'utilise très peu, hein. Moi, peut-être... une fois tous les 5 ans, quoi. Mais ouais, vraiment, une fois tous les 5 ans. Et encore, s'il y a certaines parcelles, je ne les ai pas labourées depuis 10 ans. Voilà. C'est à la parcelle. On s'adapte. Donc du coup, pour mieux te connaître, toujours le rôle de Floriane qui va nous faire ton portrait. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Yannick Denoual, vous ne devez pas être très nombreux, hein, mais vous le connaissez certainement sous le nom de la ferme de la Lande. Alors moi, par exemple, avant d'habiter à Médréac, quand j'allais dans un restaurant à Rennes et que je regardais la liste des fournisseurs, une fois sur deux, je voyais la ferme de la Lande Médréac. Alors, ce qui m'a vraiment questionnée, c'est comment on en arrive là. Ça remonte à 1989. Je pense qu'il y en a qui vont découvrir des choses ce soir. Quand tes parents développent la transformation et la vente directe, il y a déjà 2 boucheries à Médréac et ils ne veulent pas faire concurrence. Alors ils décident de partir à Rennes pour développer leur marché. Ils ont quelques amis. Alors, ils commencent d'abord avec les comités d'entreprise. Ils vont même fournir le CE des services vétérinaires. C'est quand même un bon gage de qualité, hein. On ne peut pas faire beaucoup mieux.
Un client particulier fait goûter à un restaurateur et c'est parti, le bouche à oreille démarre, vos recettes traditionnelles plaisent. Alors pour rester dans la course, vous travaillez beaucoup. Il y a aussi des changements stratégiques comme l'arrêt des bovins, de la volaille, la création d'un nouveau labo. Pour ceux qui sont devant, il y a des petites photos de 100 ans à l'écran. D'une nouvelle boutique, le développement des locations de salles et beaucoup de prestations le week-end à proposer du cochon grillé au lieu d'aller à la mer en famille, par exemple. Ta dernière grande victoire, c'est d'avoir réussi à partir une semaine en vacances en Martinique. Alors, c'est à se demander, est-ce que les vacances t'ennuient, Yannick ? Question difficile. Je dirais que quand on aime ce qu'on fait, quand on ne va pas au boulot reculons tous les matins, on est en vacances tous les jours. Voilà quoi, moi c'est plus comme ça que je le vis, parce que sinon je me sens bien où je suis, je me sens bien avec les gens avec qui je travaille, et puis voilà quoi. Puis après faut que ça fonctionne, mais après c'est vrai que ça faisait 18 mois qu'on n'avait pas pris, donc là au bout d'un moment ça fait long quand même. Bon, je vais revenir un peu sur toi. Tu as grandi à la ferme de la Lande. Tu hésites à devenir maçon, un rêve qui ne va jamais te quitter. Tu aimes bâtir. Alors, ton fils m'a confié que ta grande passion, c'était ta mini-pelle sur pneus, qu'on appelle Mécalac, et que ta femme appelle ta deuxième femme. Ouais. Bon, finalement, tu feras des études agricoles. Ton BTS Axe t'emmène en Alsace, 3 mois en Martinique à planter des bananiers, 3 mois aux États-Unis. Et quand tu reviens à 20 ans, Stéphanie, ton amoureuse, a une petite surprise. Elle est enceinte. Voilà. Alexis naît en 95, avant même la fin de vos études. Ouais. Et 4 ans plus tard, Pauline. On peut voir un petit portrait d'aujourd'hui. Donc, vous construisez une famille en parallèle que la ferme s'agrandit. Ce qui t'a permis de maintenir ton réseau, c'est aussi la confiance que tu as gagnée auprès de tes clients. Tu es à l'écoute de leurs attentes. C'est eux qui t'ont demandé si tes porcs pouvaient être sur paille, si tu pouvais fabriquer ton propre aliment. Alors, tes clients, ils sont précieux, tu les bichonnes et ils te rendent bien. Aujourd'hui, 60 clients professionnels, des restaurants, des boulangeries, des cantines, des grandes surfaces, plus tous vos fidèles clients sur la ferme. Alors, même si tu n'es officiellement pas devenu maçon, on peut dire que toute ta vie, tu auras bâti. Et je crois que c'est pas terminé. Bah non, il faut pas. C'est pas terminé alors ? Non, on va continuer. Alors, faut des projets, faut des projets toujours. Bâtir, c'est aussi bâtir différemment, en tout cas cultiver différemment. On a tout de suite un petit reportage de toi sur la culture du colza et on en parle juste après. Donc le colza, est une plante qui est aujourd'hui quand même très présente sur la commune. Moi, j'ai fait le choix depuis 10 ans de la cultiver un peu autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour limiter notamment tout ce qui est insecticides, j'utilise plusieurs façons pour justement ne pas utiliser d'insecticides sur la plante. Les 3/4 des personnes qui vont faire un colza en pur, ils vont faire un désherbage au semis. Alors moi, je décale ce désherbage en arrière-saison, voilà, complètement. Et ça me permet de faire qu'un désherbage. Alors que ces gens-là vont des fois faire un désherbage à l'automne et un désherbage de rattrapage, comme je le fais au mois de décembre. Donc là, je limite aussi l'utilisation de produits phytosanitaires en désherbant. On mélange 2 variétés de colza. Il y en a une qu'on mélange à, on va dire, peut-être 5% seulement, qui est une variété qui s'appelle ES Alicia, qui a le pouvoir de fleurir 15 jours avant la floraison totale de la parcelle et donc du colza qu'on va vouloir vendre, quoi. Et donc en fait, le fait de fleurir avant, on concentre sur ces plantes-là, on les sacrifie, on va dire, on concentre les méligètes sur ces plantes-là. Si bien qu'après, on a
on a moins d'attaques sur la totalité de la parcelle. Et on n'a pas besoin de faire d'insecticide. Je fais quand même un fongicide en période de floraison, mais qui doit être fait après 2 heures avant le coucher du soleil, voilà, à cause des abeilles, puisqu'on est en période de floraison. Et donc, grosso modo, on considère qu'aujourd'hui, un passage de fongicide permet de sauver environ 300 à 400 kg par hectare de récolte. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure qui font que oui, on voit bien qu'on travaille vraiment avec la biodiversité et qu'on en a besoin, quoi. En fait, tu ruses. Ouais, un petit peu, ouais. En fait, c'est vrai que sur l'histoire des insecticides avec le colza, ça pose de gros problèmes dans certaines régions. Il y a certaines régions qui sont rendues plus que régulièrement parce que il n'y a plus de biodiversité. Donc nous, on a quand même la chance d'avoir sur la commune encore beaucoup de haies et tout. Et on a les bandes enherbées aussi, qui sont des couloirs qui permettent aussi de stocker de la biodiversité, ce qui est très intéressant. Mais le fait de ruser, comme tu le disais, comme je l'expliquais, on sème des plants de compagne avec le colza, un petit peu comme Xavier, essayer d'avoir de la diversité au moment du semis et de limiter justement un autre insecte qui sont les altises qui vont attaquer le colza aussi. Donc, en semant d'autres plantes avec, elles se concentrent sur ces plantes-là, elles sont un peu perdues. Et c'est pareil, donc pas d'insecticide au semis et pas d'insecticide grâce à la variété ES Alicia en culture. Si bien que déjà, on limite ça, quoi. Voilà. Alors très concrètement, tu vois, enfin je ne sais pas si tu peux comparer, mais tu vois une vraie différence, c'est-à-dire que la biodiversité, les insectes, tout ça reviennent sur tes cultures ? Oui, donc c'est pareil, au niveau du sol, le fait qu'on ne laboure pas, alors sur le colza surtout on ne laboure pas, et puis le gros avantage du colza c'est que c'est une plante qui a une vie assez longue, c'est-à-dire qu'on va le semer fin août et qu'on va le récolter fin juillet de l'année d'après. Donc on a quand même, au niveau notamment de tout ce qui est insectes du sol, on a des forts développements de carabes, des choses comme ça. Et le carabe, c'est l'ennemi naturel de la limace. Et moi, le fait que je laboure pas, je considère qu'aujourd'hui, en 5 ans, quand j'ai commencé vraiment à arrêter le labour, en 5 ans, j'avais pratiquement plus de problème de limaces. Parce que, en fait, les carabes, quand on laboure trop, on n'a que des jeunes. Et en fait, on détruit à chaque fois les générations. Et c'est quand on commence à avoir des grosses carabes que là, on a vraiment un effet. Parce que le carabe, lui, va attaquer surtout les œufs. Il attaque les limaces, mais surtout les œufs. Et c'est vrai que ça, c'est très important de pouvoir privilégier, de sauver ces insectes-là. Alors, ça semble une bonne idée de faire comme tu fais. Pourquoi c'est pas plus répandu ? C'est quoi les réticences ou les freins à ce développement ? Disons que par exemple, la plante compagne, ça a un coût. Ça a un coût environ. La plante compagne, c'est les plantes que j'associe au semis. Donc moi, j'associe de la févrole et du trèfle d'Alexandrie. Il y a des mélanges qui existent tout faits, où vous allez avoir de la veste, d'autres produits, un petit peu comme fait Xavier. Mais ça a un coût d'environ 50 à 60 euros de l'hectare. Alors moi, je considère que c'est un surcoût en fait, donc c'est pour ça que les gens le font pas. Et alors parce qu'un coup d'insecticide, ça coûte pas cher, ça coûte entre 5 et 10 euros, même pas, de l'hectare. Donc voilà quoi. Moi, je préfère jouer là-dessus. Et je me suis aperçu qu'il y avait d'autres effets bénéfiques en fait sur mon sol. En mettant de la févrole, c'est une plante pivot. Le colza, surtout au niveau des zones humides, il peut être sensible à la compaction, c'est-à-dire le sol tassé, et les problèmes d'infiltration d'eau dans le sol. Et l'avantage de la févrole, elle va faire des trous dans le sol, puisque c'est une plante pivot. Et quand elle va mourir, quand je vais la désherber, que je vais la tuer au mois de décembre, ça va faire des trous où l'eau va s'en aller. Et ça va drainer naturellement en fait, les racines du colza. Et donc le colza va mieux se plaire.
Et donc ça, sur le colza, c'est un aspect qui est hyper important parce que c'est une plante pivot, mais je dis souvent c'est un pivot feignant. Il aime bien avoir une terre bien travaillée. Voilà. Et toi aussi, Renan, tu utilises les plants de compagne, j'imagine ? Oui, pas mal, de plus en plus. C'est vrai que quand je me suis installé, notamment dans les serres, on avait tendance à dire qu'il faut que ça soit super nickel dans les serres, il faut que ça soit propre. D'un point de vue sanitaire, il faut faire attention à ne pas garder les maladies, donc il faut nettoyer. Si vous avez des maladies, après vous pouvez plus. On a très peu de méthodes d'intervention en fait en bio, donc du coup après on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et c'est ce qu'on entendait au début. Et plus ça va, plus nous, avec notre expérience, on se rend compte que finalement, de laisser par exemple les mauvaises herbes, on les met en petits fagots le long des serres, et ça crée un petit hôtel à insectes pour les fameuses coccinelles ou pour d'autres auxiliaires. En fait, la biodiversité, au départ, elle vient pas d'elle-même, mais si on la fait venir... voilà, si on lui propose ce qu'il faut, et en gros ce qu'il faut c'est un endroit pour dormir, c'est comme nous, un endroit pour manger et de l'eau. Et donc du coup, les plantes, toutes les plantes qu'on peut amener, c'est tout le pollen qu'elles ont en fait dans les fleurs. Et la plupart des auxiliaires, notamment les coccinelles, ont besoin de beaucoup de pollen en fait pour se nourrir. En fait, c'est un peu leur sucre, leur énergie. Donc si elles n'ont pas ça, elles vont pas penser à se reproduire. Et si elles se reproduisent pas, c'est là qu'on n'a pas les larves qui elles sont très intéressantes pour attaquer les ravageurs. Donc du coup, on leur fait une sorte de fléchage. On essaye de leur dire venez chez nous, vous allez voir, c'est super bien. On a une piscine, on a tout ce qu'il faut. Et puis on tente. Et puis il y en a qui viennent et puis ils donnent le mot aux autres et donc ils font venir d'autres auxiliaires. Et puis finalement, on arrive à un système où on regarde, on constate que finalement il y a de plus en plus de biodiversité. Plus on permet la biodiversité d'arriver, plus il y en a en fait. Ouais. Et donc du coup, tous les ans on s'émerveille. Moi je regrette un petit peu à l'installation de ne pas avoir fait un état zéro de la biodiversité en fait sur la ferme, que ça soit en partant du sol, du ver de terre jusqu'à l'oiseau ou même les sangliers et tout ça. Et de voir maintenant faire un comparatif pour voir quelle variété on récupère. Tous les ans, on a des nouveaux insectes, l'année dernière, c'est des salamandres qui sont sortis de la forêt et qui sont venus chez nous. La salamandre, il faut quand même savoir que c'est une petite bestiole qui déteste les polluants. Donc c'est pour ça qu'on en trouve beaucoup en forêt. Là, le fait qu'elle quitte la forêt pour venir chez nous, c'est un indicateur que c'est pas trop mal chez nous. Donc toutes ces petites choses-là, nous on constate et puis on voit que la salamandre, elle va manger quelque chose. Donc du coup, en fait, il y a un effet boule de neige en fait qui est très très intéressant, quoi. Conserver la biodiversité dans la tête d'un agriculteur conventionnel, c'est quelque chose d'important aujourd'hui ? Ça s'impose à nous de toute façon, je pense. Je pense que de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport aux clients, donc je pense qu'on est obligé d'être à l'écoute de la société dans notre métier aujourd'hui de plus en plus. On a laissé s'installer une fracture et c'est ça le problème. Et je trouve que des réalisations comme Secret de Nature, c'est là pour ça, c'est pour recréer le lien. Et voilà, je pense que il y avait beaucoup de gens qui avaient toujours dans la famille un agriculteur. C'est de moins en moins vrai parce qu'on est de moins en moins nombreux. Donc il y a une fracture qui se passe dans la société et il faut qu'on la recolle, voilà quoi. C'est ça quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors pour terminer cette soirée, nous recevons cette fois une agricultrice. Merci Yannick pour ce témoignage. Une agricultrice qui s'occupe de la ferme du Chenot et qui pratique l'élevage laitier avec 65 vaches. Il s'agit de Delphine Rouault. Bonsoir. Bonjour Delphine. Alors toi, tu pratiques une agriculture raisonnée. C'est quoi ça, une agriculture raisonnée ? J'ai envie de dire une agriculture raisonnée, c'est une agriculture un petit peu entre le conventionnel et le bio, parce qu'on ne peut pas cataloguer en fait l'agriculture soit dans le conventionnel ou soit dans le bio. Entre les deux, il y a
il y a aussi beaucoup d'agriculture, de conservation ou autre. Et j'ai envie de dire que l'agriculture raisonnée et durable, c'est un petit mélange de tout ça, entre, par exemple, dans les désherbages chimiques, raisonner ces quantités de désherbage, comme le disait Yannick tout à l'heure, et aussi utiliser des manières de désherber mécaniques, comme ça se fait dans le bio. C'est un petit mélange de tout ça, en faisant attention à notre environnement, à la biodiversité et à la terre et à la fonction. Du coup, c'est apporter un peu de nuance finalement au schéma où il y a les bio d'un côté et les conventionnels de l'autre. Voilà, c'est de nuancer tout ça et de ne pas nous cataloguer effectivement dans une catégorie ou dans une autre. Et voilà, c'est plein de nuances. Après, il faut être un petit peu plus technicien, effectivement. Et il faut être un peu plus à l'écoute, effectivement, de la nature, des techniques, en fait. Hein. Il faut aller regarder l'humidité le matin pour aller faire un traitement. Ou comme le disait aussi Yannick, aller plus tard dans la soirée. Il n'est pas question de sortir un pulvé en plein milieu de journée. Et quand il fait très chaud, c'est complètement idiot. Ne serait-ce que pour la faune, la flore, et puis aussi, de toute façon, l'efficacité du traitement, si c'est le traitement chimique. Et puis après, tu as aussi tout ce qui est effectivement le travail mécanique de la terre. Et ton métier devient de plus en plus technique, comme va nous l'apprendre Floriane, justement, en faisant ton portrait. Alors, quand je pense à toi, Delphine, je pense à une femme libre, audacieuse et qui aime prendre soin des gens, des animaux et de la nature. Déjà petite, tu savais ce que tu voulais et ce que tu ne voulais pas, c'est-à-dire être agricultrice. Tu as grandi à Quédillac avec des parents agriculteurs. Alors, sur cette photo, on te voit au restaurant du Menhir à Médréac. Moi, je trouve ça assez drôle parce qu'aujourd'hui, tu vis aussi derrière les menhirs, mais du Lampuy. Donc, agriculture, non. Tu te lances alors dans des études d'horticulture, jusqu'à l'obtention d'un BTS, et tu te formes au métier de fleuriste. C'est aussi à cette période que la vie met Franck sur ton chemin, qui est bien sûr agriculteur. On voit une photo de vous, là, à votre mariage. À ce moment, tu tiens encore à garder ton job à côté. Tu seras donc 9 ans fleuriste à Montauban, un métier dans lequel tu t'épanouis, car tu adores le contact humain, que c'est un métier créatif et que tu manies la beauté de la nature. Entre-temps, la famille s'est agrandie. Lola et Nathanaël ont 2 et 4 ans. Alors, sur cette photo, ils ont un petit peu grandi. Tu as l'envie de passer plus de temps en famille, et puis les animaux, ils t'ont quand même entouré toute la vie, et puis tu les aimes bien, tes filles, hein. On pourra le voir tout à l'heure dans le reportage, d'ailleurs. Donc, tu décides de t'installer avec Franck, mais pas pour être femme d'agriculteur, on est bien d'accord, c'est pour être co-gérante, tu y tiens, et puis tu y mets ta petite touche. Alors déjà, grand changement, vous adhérez au CETA 35. Alors je vais en parler un petit peu, parce que j'ai l'impression que ça a joué un grand rôle dans l'évolution de votre ferme et de vos pratiques. Donc c'est une association de formation européenne, gérée par des agriculteurs en local, dans laquelle vous vous formez toute l'année. Cela vous permet de garder vos esprits ouverts aux nouvelles pratiques comme les mini-doses en phyto, le non-labour, le désherbage mécanique quand cela est possible, ou l'utilisation d'huiles essentielles afin de limiter les antibiotiques. Aujourd'hui, vous avez une centaine d'hectares sur Médréac et Guinroc, une centaine de vaches et génisses, et vous êtes autosuffisant en céréales, ce qui vous apporte encore une fois une grande liberté. Donc ça fait 18 ans que tu es agricultrice, ou plutôt digicultrice, et oui, car le numérique est omniprésent sur votre ferme. Alors j'imagine que pour les agriculteurs dans la salle, c'est pas un scoop, mais alors moi, je pensais pas que c'était aussi poussé. Par exemple, vous utilisez des images satellites, comme on peut voir sur la deuxième image, qui vous indiquent si le blé est malade, à tel endroit, ou quelle est la densité de végétation, pour connaître le moment optimal des récoltes, limiter les intrants ou éviter un travail de sol inutile. Donc le numérique est aussi présent sur votre ferme. Alors par exemple, quand on arrive, on est accueilli par Phil, le cow-boy. Donc là, c'est pas Phil le cow-boy, hein. Il y a un petit problème dans les images. J'espère qu'on va pouvoir le voir, mais sinon, c'est pas grave. Donc, Phil, le petit cow-boy qui pousse le fourrage et qui vous épargne donc un travail physique. Et puis, il y a 4 ans, vous vous lancez dans la traite robotisée, ce qui fait encore évoluer votre métier. Et ça tombe bien parce que toi, t'aimes bien le changement. Et puis, ça t'apporte encore une fois une liberté, les astreintes de la traite en moins, le corps un peu plus préservé et la liberté de rester
rester 1 heure de plus au lit le matin, c'est pas rien. Et puis ça te laisse le temps de prendre encore plus soin de tes vaches, enfin de tes filles. Merci. C'est mignon, cette image-là, quand même, avec ta vache. Oui. La vache et tes filles, hein, on va le voir juste après. Comment ? Est-ce que les vaches sont tes filles ? Mes filles, bah oui, en fait, je n'appelle pas mes vaches, je les appelle mes filles. C'est ma façon de les appeler. J'y allais, hop, on y va au boulot, les filles. Ouais, c'est ma manière à moi de les appeler. C'est relationnel, en fait, hein, avec les animaux. On les voit naître, on les voit grandir. C'est la partie où je passe le plus de temps, en fait, sur l'exploitation. Et elles font partie de ma vie, donc ouais, c'est mes filles, quoi. C'est souvent étonnant de voir comme les éleveurs sont attachés à leurs animaux. On n'imagine pas ça de l'extérieur, en fait. Il y a un vrai lien qui se crée. Oui, les nôtres sur l'exploitation, elles ont tout un prénom. Je connais leur caractère. Voilà, il y en a 65, mais on les connaît toutes, ouais. On connaît leur descendance. Quelquefois, on a la mère, la fille, la petite fille dans la stabule. Et puis, on met un peu de couleur. On a du noir et blanc, mais on a du marron et blanc aussi, un petit peu de couleur. Justement, on a un tout petit reportage assez court qui va nous expliquer et nous montrer ça. Toutes, elles ont un caractère différent. Il y en a qui n'accepteront jamais un câlin, ça ne me touche pas, qui sont hyper indépendantes, qui n'ont jamais de soucis de santé non plus, que tu dis, bah tiens, ça y est, celle-là, elle est à nouveau en gestation, elle fait sa vie. En plus, avec le robot, encore pire, j'ai envie de dire, celles qui sont hyper indépendantes. T'en as d'autres, tu mets les pieds dans le bâtiment, elles vont déjà être dans tes basques à venir te frotter, chercher un câlin, se faire gratouiller. Quand j'ai des soins quelquefois à faire sur les pattes ou des mini-soins, elles sont couchées dans les logettes, elles se laissent faire. T'en as d'autres, non, tu me touches sur toi. Il y en a des plus gourmandes que d'autres aussi, du coup ? Oui, des plus gourmandes que d'autres, comme Sourire par exemple, qui elle va passer... Elle arrive à passer 5 fois au robot sur 24 heures. Hein. Je ne sais pas comment elle fait, mais elle y arrive. Et juste pour manger les petites granules qui restent, que les copines ont laissées. Et elle a un timing dans la tête où 5 heures, donc 4h58, 59, elle commence déjà à faire le tour pour qu'à 5 heures pile, elle soit dans le robot pour avoir sa ration de granulés et se faire traire. Et les vaches, oui, je les aime, ouais. Je les aime. Et je passe, depuis que je suis en robot, je crois que je passe plus de temps encore avec elles que je ne faisais en salle de traite. Salle de traite, c'était ponctuel, c'était 2 heures le matin, 2 heures le soir, choses comme ça. Mais là, en robot, je pense que je passe plus de temps avec elles. Je suis encore plus proche d'elles. Et du fait de l'élevage, du bébé, du veau ou de la velle qui arrive et arrivé jusqu'à la fin de sa vie, on les a avec nous, quoi, en fait. Je ne vais pas voir mes vaches, mais je vais voir mes filles, quoi. C'est mes filles. Tu as d'autres exploitations où ça va être les louloutes, ou ça va être je ne sais pas quoi. Et moi, je vais voir mes filles, quoi. C'est mes filles, voilà. Bon, il y en a beaucoup. Alors, est-ce que c'est agréable de gratouiller ces filles ? Oui, ça les déstresse, mais je pense que ça me déstresse moi aussi. Ça va dans les deux sens, en fait. Ça va dans les deux sens, oui. Alors, on a parlé beaucoup des avantages du non-labour, mais pour tout le monde, c'est pas possible. Et notamment pour toi, tu fais pas que du non-labour, tu en fais aussi. Pourquoi c'est pas toujours évident ? Alors, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas tout le temps les mêmes structures de terre, en fait. Sur Médriac, on a des terres un peu plus profondes, ça pourrait se faire plus facilement. Après, quand on va plus sur Guinroc, on a des terres qui sont un peu plus rocailleuses, choses comme ça. Donc, du coup, on passe plus facilement la charrue pour éviter de bouger trop de cailloux et de renvoyer les cailloux au fond. Hein, c'est clair. Et puis aussi, comme le disait aussi tout à fait Yannick tout à l'heure, ça évite aussi des herbages... des désherbages pour des résistances, effectivement, entre guillemets, mauvaises herbes. Et d'autant plus que nous, on a une exploitation où on a 50% de notre surface qui est sur le bassin de Haute-Rance. Donc, on a des contraintes environnementales plus importantes où on doit faire attention à tout ce qui est pesticides et produits phytosanitaires, en fait. Parce que ça, c'est le revers de la médaille, finalement, d'être obligé de mettre du désherbant si on veut pratiquer le non-labour. Oui, c'est le revers de la médaille, oui.
Est-ce que, il n'y a aucun système parfait, en fait. Hein. Tu fais du labour, tu as l'érosion des sols. Tu fais du non-labour, tu es obligé d'utiliser un petit peu plus de produits chimiques pour contrer les mauvaises herbes, quoi, en fait. Sur la grande culture, quoi. Toujours une question d'équilibre, finalement. Trouver toujours un équilibre. On fait que ça en agriculture, je pense, c'est de trouver un équilibre tout le temps. Quand on veut en plus changer de pratique, c'est parfois difficile. J'imagine que ça génère du stress. En fait, c'est dur de prendre un risque dans ce métier. C'est dur de prendre un risque parce qu'inévitablement, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Derrière, il y a l'économie aussi qui fait foi. Donc on peut se permettre, je pense, un petit pourcentage sur nos exploitations de prendre un risque de changement de façon de faire. Mais en aucun cas, on peut changer un système dans sa globalité. Il y a trop de risques financiers, encore plus aujourd'hui et sur les surfaces qu'on a, en fait. Que ce soit sur les cultures ou même aujourd'hui du passé de nous en conventionnel ou agriculture raisonnée. Pour passer en bio, ça devient compliqué, quoi. En fait, il faut plusieurs années, comme tu disais, Renan, pour avoir déjà le label bio. Et puis c'est un risque aussi à prendre. Voilà. Après, à un certain âge, je pense on a plus de facilité à prendre des risques. Des risques raisonnés. Des risques raisonnés, voilà. Et arriver, entre guillemets, dans la dernière dizaine de notre carrière professionnelle, on fait déjà un petit peu plus attention à ce qu'on fait. Parce qu'il faut du temps. On voit bien, dans le film, c'était 7 ans. Toi, tu parlais de 11 ans. Je veux dire, ouais, moi, il me reste 13 ans à faire. Bon, c'est bon, quoi. Renan, cette prise de risque aussi, pour toi, c'est quelque chose qui te traverse l'esprit souvent? Quasiment tout le temps, en fait. Même si j'essaye de pas trop regarder les infos du GIEC ou toutes les données qu'on peut avoir, parce que maintenant il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent aussi un peu sur tous les problèmes de climat notamment. Et c'est vrai que je suis perdu dans mon truc. Est-ce que toi aussi tu as du mal à prendre des risques? Oui, en fait ce qui se passe, le monde agricole, c'est un monde qui est quand même relativement ingrat, en fait, parce si on rapporte notre revenu au temps de travail, faut pas le faire, en fait. Faut pas ramener ça à l'heure parce que c'est très très compliqué, quoi. Et donc du coup, on a quand même des contraintes de la vie de tous les jours, un peu comme tout le monde. Sauf que notre petite marge, elle est très ric-rac. Si on a un problème de santé, ça peut vite devenir compliqué. Donc on essaie de sécuriser au maximum. Des fois, on passe par des désherbants, par exemple. Je sais qu'il y a des maraîchers en conventionnel, ils pourraient éviter d'utiliser les produits de phyto, par exemple. Mais du coup, ça veut dire les petites mains. Et sur des grandes surfaces, il faut beaucoup de gens. Et donc là, ils prennent un gros risque parce que ça coûte cher. La main-d'œuvre coûte cher. Et donc du coup, ils sont un peu entre les deux, en fait. Voilà. Et nous, on est dans la démarche, on essaye de rester le plus petit possible et d'être le plus efficient possible, en fait, sur la structure. Donc tout est décortiqué pour que chaque geste qu'on fait soit le plus efficace possible, avec le principe de la nature qui consiste à dire... c'est la loi du moindre effort. Ça va vous paraître bizarre pour un maraîcher parce qu'il faut quand même pas mal bosser. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aller à un point A à un point B. Le plus rapide, en fait, c'est d'aller tout droit. En fait, c'est d'éviter de faire un contour. Et c'est ce principe-là qu'on utilise, c'est-à-dire qu'on va optimiser toutes nos tâches pour pouvoir éventuellement produire plus avec toujours la même force de travail, en fait. Donc, je pense que les agriculteurs, qu'ils soient conventionnels ou bio, ils ont ça aussi dans leur tête. On n'a pas forcément les mêmes problématiques, mais dès qu'on va démarrer un tracteur, nous, on utilise beaucoup moins le tracteur, mais eux, des heures de tracteur, c'est de l'argent, c'est de l'entretien du tracteur. Donc, ils vont chercher à optimiser un petit peu l'usage de ce tracteur. Nous, on a la même chose, mais à une échelle bien moindre. On consomme beaucoup moins, je pense, en gasoil. Mais on est tous sur ce fonctionnement-là, et c'est le seul qui peut perdurer à l'avenir, en fait. Merci à vous deux pour votre témoignage. Pour finir l'émission, on va le finir avec une toute petite rubrique livre qui va nous présenter les quelques livres à lire en ce moment sur l'agriculture. Et cette rubrique est présentée par Martine, qui va monter sur le plateau.
Et voilà Martine, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est institutrice aussi dans sa vie normale, ou on peut dire ça, ou voilà. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors tu nous présentes quoi aujourd'hui ? Alors en fait, ce soir, je vais suivre le sillon de Floriane, hein, qui vous a présenté de beaux portraits d'agriculteurs. Alors moi, je continue. Je vous propose Néo-Paysanne, donc de Linda Boudet. Vous pouvez découvrir des portraits de femmes qui viennent de la ville, qui s'installent à la campagne, qui montent leur exploitation. Et elles sont maraîchères, éleveuses, vigneronnes. Elles possèdent vraiment, peut-être comme Delphine tout à l'heure, une force de caractère très surprenante. Elles ont choisi cette vie d'agricultrice avec toutes les difficultés. Elles en étaient conscientes ou pas, mais elles ont vraiment une très 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 grande conviction dans leur métier. Et c'est important de parler des femmes en agriculture. Oui. Alors justement, il y a une autre femme agricultrice, Marie Gazot, qui a écrit Une vie près de la terre. Donc cette femme, on la suit au fil des saisons dans son ouvrage, et elle nous parle de sa vie d'agricultrice, de sa vie de famille. Elle écrit notamment à un moment donné sa rencontre avec des enfants qui viennent dans la ferme, et il y a des enfants qui viennent de la campagne, mais qui ne vont jamais à la ferme parce qu'ils n'en ont pas l'occasion, et finalement ils ne connaissent pas mieux ce milieu-là que les enfants de la ville. Donc la transmission, c'est important. Et elle en parle vraiment très très bien. Elle questionne sur l'agriculture de demain, et avant de s'interroger sur l'agriculture de demain, il faut aussi savoir d'où l'on vient. Et donc il y a un ouvrage... Plus ambitieux, là, pour le Plus coup. ambitieux, très intéressant. J'ai commencé à le lire, j'ai pas fini. Ah ben voilà. Voilà, ça mais ça s'appelle un point de non-retour de Sophie Laligan. C'est très intéressant. Ça se passe sur la commune de Damgand, et elle raconte l'histoire des agriculteurs, et notamment comment on est passé de l'agriculture paysanne à cette agriculture aujourd'hui moderne. Et c'est vraiment très très intéressant de lire la façon dont ça change la vie des habitants sur une commune depuis les années 60, en gros. Donc voilà. J'ai un petit livre parce que l'agriculture moderne, elle en parle à la fin ou tout au long de son ouvrage, en tout cas on y arrive, et l'agriculture moderne, c'est aussi les tracteurs. Et j'ai un petit ouvrage pour les enfants, parce que je ne les oublie jamais. Donc voilà, c'est aux éditions La Grenouille. C'est vraiment très chouette si vous avez des enfants dans votre entourage. En général, celui-ci, en tout cas, les photos sont très, très jolies. Et c'est très pointu. Donc on apprend beaucoup de choses, sincèrement. Ils aiment bien les tracteurs, souvent. Et ils adorent les tracteurs. Et il y a beaucoup de matériel. Il est vraiment très bien fait. C'est chouette. Un dernier, j'ai pas la première de couverture, vous irez l'emprunter à la médiathèque. Je me suis dit, je vais envoyer une petite touche. Ça s'appelle Le mec de la tombe d'à côté, de Katharina Mazetti. Alors, le titre, il donne pas forcément envie, et pourtant, c'est un beau roman d'amour. Et le héros, c'est un agriculteur. Merci beaucoup. Merci à Renan. Merci à Floriane, merci à tous les agriculteurs. Secret Nature, c'est fini. On a 8 minutes de retard, c'est pas si mal finalement. Je veux qu'elle me ressemble, je veux qu'on s'assemble, rien qu'elle et moi, pour un jour ou pour des mois. J'écrirai son nom sur l'herbe verte, rien qu'elle et moi, la porte ouverte. Sur mon visage, je sens ton souffle. Sur ma peau, la chaleur de ta bouche. Tes graines volent et je m'envole, vole les courbes de tes pollens, si belles et si lointaines. J'aime tes petits et grands secrets, si bien cachés au fond des prés. Tu es ma nature, tellement mature.
avec ses secrets tellement cachés, secrets de nature tellement purs, secrets de nature, une belle aventure. Je veux qu'elle me ressemble, je veux qu'on s'assemble, rien qu'elle et moi, pour un jour ou pour des mois. J'écrirai son nom sur l'herbe verte, rien qu'elle et moi, la porte ouverte. Sur mon visage je sens ton souffle, sur ma peau la chaleur de ta bouche. Tes graines volent et je m'envole. Vol, vol, les courbes de tes pollens si belles et si lointaines. J'aime tes petits et grands secrets, si bien cachés au fond des prés. Tu es ma nature tellement mature, avec ses secrets tellement cachés, secrets de nature tellement purs, secrets de nature, une belle aventure.